some people this morning, it was closed, everything was shut down because it wasn't open yet because I wasn't here. And then someone decided to come in with their dirty shoes, mess up the blankets, break stuff. Some of the tape was falling off because they came in. Dans les terrains d'aventure, les enfants sont encouragés à gérer par eux-mêmes leur propre monde. Ça, on l'a vu. Mais je me souviens d'un moment à Londres. Une équipe de filles qui voulait construire un café. C'était le même jour que l'ouverture du château. And is every children welcome to go inside, or do people welcome only if they were involved in the construction? Everyone's allowed in, but some people are banned because they broke stuff, and we don't want that to happen again because obviously this was a work in progress. We made this because all of us wanted to help, but if someone's breaking something and then they're doing it again and again, we're obviously going to have to take measures like... Cette guéguerre entre le château et le café avait de quoi faire rire. C'était juste deux groupes d'enfants qui s'accusaient mutuellement de copie alors qu'ils faisaient tous les deux un café. À la fin de la semaine, le Chill Out Café avait même un système de passe pour les personnes du café château qui étaient jugées comme correctes, soi-disant. C'était un peu brutal. Mais on y voyait vraiment en miniature l'absurdité que peut parfois avoir le monde des adultes. Et j'avoue qu'il y a de quoi réfléchir. Dans l'épisode précédent, nous avons vu la nécessité de laisser les enfants faire monde entre eux, sans adultération. Mais comment les laisser s'autogérer, sans pour autant que les schémas agressifs, inégaux ou oppressifs du monde extérieur s'installent? Épisode 4. C'est mon aventure. Espace permissif. Jeu ouvert. Non structuré. Pièce libre. Depuis le début de mon voyage, je me rends compte du nombre de fois où est intervenue la notion de liberté quand on parle de jeux aventureux. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on joue? Je pose la question parce que j'ai le pressentiment que c'est plus compliqué que ce que l'on pense. Lors de mon enquête, j'ai pu remarquer que cette liberté pouvait parfois être inégalement répartie, notamment en termes d'appropriation de l'espace ou de type de jeu valorisé comme mieux que d'autres. Well, most of the time only boys go in the fire pit at the top or on the roof because on the roof you're not allowed to go, but they just go in it anyway, like Ahmad and other people and stuff. Yeah, but not me. Yeah, not him, but still. I heard Dad think you said bad boy. Yeah, I know. Shh. Grimper haut, faire du bruit, manipuler des outils. C'est fréquemment ces types d'aventures, le plus souvent jugées comme masculines, qui sont davantage valorisées. Pas étonnant après des années de socialisation différenciée. Tu as d'un côté le jeu d'initiative, démonstratif, compétitif, encouragé pour les petits garçons, et le jeu plus calme, réservé et collaboratif, encouragé pour les filles. Je ne dis pas que c'est mal qu'un garçon aime faire du feu et qu'une fille aime faire des dessins. D'ailleurs, aujourd'hui, les choses tendent heureusement à ne plus être aussi catégoriques. J'essaye juste de comprendre comment ces frontières pourraient se brouiller plus facilement encore, pour un réel libre arbitre. Car ce serait quand même dommage que les enfants passent à côté d'un jeu qui leur correspond vraiment, à cause d'inégalités. Pour lutter contre ces privations de jeux systémiques, une des pistes envisagées, c'est de revaloriser chaque type de jeu, en leur donnant volontairement plus d'espace. Dans le terrain d'aventure de Felix Road, à Bristol, on trouve par exemple une session de Felix Girl, tous les vendredis. Durant ces journées en non-mixité, les filles de l'aire de jeu peuvent prendre le temps de jouer sans pression. C'est ce que m'explique Ollie. The girls' session was set up because we'd identified that some of the boys could be particularly dominating of the space and certain activities. There were times where girls wouldn't be getting involved with things because of the influence of the boys there. And so it really felt like there would be value in having a session where they had access to the playground
independently. And it's opened up a really interesting dialogue with the boys, trying to kind of unpick the narrative in their head that everything is 50-50 and needs to be 50-50. Like the boys' initial reaction is always that it's unfair that there's a girls only session, that if there's a girls only session there should also be a boys only session. So it started a lot of interesting conversations around that and challenging the conception that some boys have of what impact they have on a space. How other people are entitled to a space and how their behaviour can make a space feel unwelcome or harder to access for certain people. Did you notice kind of something changing in their behaviours or? Yeah, I think there were definitely some girls who started off only really coming to that session, and now they come on the open access sessions as well. And I think, seeing their it's something they take a lot of pride in, is the fact that session exists, and it's definitely seen like confidence of some of the girls. Souvent, quand on parle de session en non-mixité, il y a cette réaction, que c'est répondre à une inégalité, par une inégalité de plus. Je pense qu'il faut plutôt le voir comme quelque chose qui peut offrir plus de compétences. Une sorte de solution temporaire d'urgence. Une fille qui apprend à utiliser un marteau sans la pression des garçons qui arrivent mieux qu'elle peut revenir à une session mixte avec plus de confiance. Et alors le jeu s'enrichit. Et tout le monde en profite en fait. Well, I think at a really base level, if we are experiencing discrimination, if children are dealing with discrimination or abuse or anything like that, then their play is being potentially stopped. So my job is to ensure that play continues, or to give them the ability to continue that play. So la tâche des veilleuses de jeu est donc d'avoir conscience de ce qui freine l'accès au jeu et de mettre en place des choses. Par exemple, la plupart des terrains d'aventure donnent des repas du midi gratuits à chaque enfant. Parce qu'un jeune qui a faim ne joue pas pareil qu'un jeune qui a eu ses 4 repas. Les inégalités économiques traversent aussi le jeu. Mais je veux creuser plus loin encore. Les discriminations, c'est parfois aussi des mots ou des comportements intentionnels de la part d'enfants. Les veilleuses de jeu n'auraient-ils pas aussi un devoir d'éducatrice face à des propos racistes ou sexistes par exemple? Et si oui, comment ça peut être amené dans un rapport horizontal? J'ai posé la question à Siôn et Nic, 2 playworkers dans Aventure à Wrexham. What do you think of this? Should children be banned off the playground, or just, I don't know, maybe there is another solution to this? I'm going to jump in. I hate that word, and that's the last straw. But I think what Nic was saying is we don't try and make that a big thing, because if we say, right, you are banned for a day, banned for a week, banned for however long, you miss that opportunity to have a conversation. That's the really valuable part, is understanding what happened, why, and how we can do things differently, because sometimes things are overtly discriminative and sometimes things are accidental. So the way you approach that has to be initially investigative. What's happened? How has that happened? Why do you think that way? And you can only ask those questions and approach such a delicate subject by being horizontal, by sitting next to them. Adults are so arrogant sometimes that we've got all the answers and all these children need to do is listen to us. Whereas that's such a much more positive way of looking at it. You're a guide, like an interviewer, a good interviewer, like you are. tease things out. Asks questions, and things just emerge naturally. And it's going to stick in that child or young person's head for far longer and in a more meaningful way if they've discovered it themselves, rather than us going, now let me sit you down and impart you with this wonderful advice. Si les enfants retiennent mieux quand ils comprennent des choses tout seuls ou par leur père, alors la relation horizontale prend tout son sens. C'est le pari des veilleuses de jeu, semer des indices. Et ça passe aussi dans l'influence de leur propre place dans l'ère de jeu, en tant que rôle modèle.
adventure playgrounds have kind of historically almost felt quite traditionally masculine spaces with the emphasis on like structures and building, and sometimes it went into almost, you could feel like it was a competition of which playground could build like the biggest, tallest structure. And I think it's definitely something that we need to be aware of is that influence, and trying to make sure that that an adventure playground does cater for everyone, and that it isn't too focused on one type of play. It's also a really good space to challenge the idea that one type of play is for a certain gender. And I remember we had a play worker who was this big macho who led a jewelry making workshop. So he just got all the jewelry stuff together, and really soon he had loads of boys coming in to join in, making bracelets and necklaces and things. And it was just like using like your influence as a role model for the children, and being able to say like it's okay to do different things and try this and try that is really powerful. Durant mon voyage, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle entre ce que j'apprenais sur l'aventure et l'aventure que je vivais moi-même sur le moment, avec toutes ces rencontres, cette itinérance, cet inconnu. Je vais vous avouer qu'il m'arrivait souvent de me demander si c'était assez comme ci, assez comme ça, je veux dire, spectaculaire, trépidant, anecdotique. Puis j'ai questionné cette pression bizarre. D'où me vient cette définition de la soi-disant vraie aventure? Je me suis alors rendu compte que c'était toujours les mêmes aventuriers et les mêmes péripéties qui façonnent nos imaginaires. Et c'est là que ça a fait tilt dans ma tête. Oui, j'avoue, j'aime bien l'aventure audacieuse, prônée depuis des décennies de modèles masculins. Mais j'aime aussi les moments calmes, mesurés, banals, introspectifs, dont on ne parle pas dans les podcasts de voyage. Du moment qu'il nous arrive des choses, toutes les aventures se valent, non? Alors qui peut se permettre d'avoir un droit de regard sur ce qui nous forge? C'est mon aventure. Pas celle de quelqu'un d'autre.